Alors, bonjour tout le monde, merci d'être avec nous. Je vous souhaite la bienvenue au deuxième événement de la série des webinaires Séricole. Aujourd'hui, Benoît Champagne, directeur des opérations services conseil à l'Institut québécois du développement de l'horticulture ornementale, l'ICDO, vous présentera différentes stratégies d'introduction d'auxiliaires en contexte de production. Ce webinaire vous permettra, entre autres, de découvrir les principaux auxiliaires utilisés, de comprendre les paramètres et les méthodes d'introduction, de connaître les stratégies en fonction de différentes situations et d'améliorer le contrôle biologique des ravageurs. Nous espérons que l'événement saura répondre à vos attentes. Tout d'abord, je me présente. Je suis Guillaume Deschênes, agronome et conseiller en culture ornementale au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation pour les régions de Montréal, Laval, Lanaudière et des Laurentides. Aujourd'hui, je vais agir à titre d'animateur du webinaire. À propos des webinaires séricoles, rapidement, surtout si c'est votre première expérience, on était quelques conseillers du MAPAC à souhaiter offrir une tribune aux chercheurs et aux acteurs du milieu séricole pour que ceux-ci soient en mesure de diffuser efficacement de l'information. Nous espérons que les webinaires séricoles deviennent des événements notoires pour le secteur des serres en offrant de l'information disponible sans frais, en plus d'assurer une pérennité au contenu. Je vais partager quelques consignes maintenant. Donc, avant de débuter le webinaire d'aujourd'hui, voici quelques consignes. Nous vous informons que l'événement, incluant la période de questions, est enregistré. En participant au webinaire, vous acceptez qu'il soit enregistré et que vos réactions le soient également. Dans les prochaines semaines, l'enregistrement sera disponible sur la chaîne YouTube du MAPAC. Vous pourrez donc le réécouter autant de fois que vous le désirez. Vos caméras et vos micros sont désactivés pour éviter des situations malheureuses. En revanche, le clavardage est activé. On vous encourage à l'utiliser. Après le webinaire, il y aura une période de questions. Pour être en mesure de poser une question, vous devrez lever la main et alors je pourrai autoriser l'utilisation de votre micro et caméra en suivant l'ordre de levée des mains. Vous pouvez également écrire votre question dans le clavardage. Dans ce cas-là, je serai votre porte-parole pour poser vos questions au conférencier à la fin de la présentation. Enfin, un lien vers un questionnaire de satisfaction vous sera partagé dans le clavardage pour être capable d'améliorer la formule et de choisir adéquatement les prochains sujets. Nous vous invitons à le remplir. Vous aurez jusqu'au 1er mars pour y répondre. J'invite maintenant Benoît à se joindre à moi pendant que je le présente. Benoît Champagne est diplômé en technologie de la production de l'environnement à l'ITAC, à l'Institut de la technologie agroalimentaire du Québec. Avant de se joindre à l'ICDO, Benoît a œuvré pendant 4 ans comme responsable de la production et de la recherche-développement dans une entreprise séricole ornementale. Il a également enseigné pendant 2 ans la production ornementale en serre à l'ITAC de Saint-Hyacinthe. En 2010, il a cofondé une pépinière spécialisée dans le verdissement et l'agriculture urbaine. Il occupe maintenant le poste de directeur des opérations Service Conseil. Alors, Benoît, tu peux euh, présenter, partager ton écran et je te laisse la parole. Salut, merci Guillaume pour la présentation et l'invitation. Je suis bien content de venir vous parler aujourd'hui de stratégie d'introduction pour les auxiliaires. Donc, on va regarder ensemble les recettes pour du succès, les écueils à éviter, les pièges, les sources des fois d'échecs. On va regarder les bons prédateurs à utiliser, dans quelle situation on va les utiliser. On démarre tout de suite avec, on va un peu définir les principaux auxiliaires. Donc, les prédateurs, c'est ceux qui vont dévorer leur proie. Les parasitoïdes, c'est ceux qui vont pondre des œufs à l'intérieur de leur proie. Et les nématodes, c'est des vers microscopiques qui parasitent leur proie en entrant par les orifices naturels. Un des auxiliaires que j'aime bien pour le tétranique, c'est Amblysius californicus.
Pourquoi je l'utilise dans certaines stratégies? Parce qu'il est assez polyvalent. Il va se nourrir de tétranique, il va se nourrir aussi de thrips, il peut manger un peu de tarsonème, mais il va se nourrir de pollen, donc il va s'installer dans la culture. Je vais utiliser plus souvent cet acarien-là dans des conditions chaudes, donc les personnes qui produisent des plantes tropicales, c'est un acarien que je vais utiliser, ou je vais l'utiliser quand Persimilis va devenir un petit peu moins performant avec des températures chaudes, des humidités relatives un petit peu plus basses. Je vais utiliser Californicus. Et on peut poudrer le produit et aussi il vient en sachet. Donc, c'est intéressant aussi en sachet, bien, ça permet de l'introduire un peu partout dans la culture. On le voit ici en train de dévorer une proie. Et on peut l'appliquer comme ça en saupoudrant sur la culture. On voit aussi la forme de l'auxiliaire. C'est bien important d'apprendre à les reconnaître quand vous faites votre dépistage. Donc, on voit le petit tacarien globuleux, translucide, qui va aller plus vite aussi dans la culture. Souvent, à le dépister près des marges ou à l'intérieur des nervures, on va le voir se promener comme ça. Et aussi, on va voir s'alimenter sur des proies. Persimilis, maintenant, qui est un acarien prédateur, c'est le roi des tétraniques. Il va manger le tétranique, c'est son insecte. Donc, c'est indispensable à sa survie. S'il n'y a plus de tétranique, il va disparaître dans la culture. Donc, ça, c'est si on a des foyers d'infestation, il y a une très grande voracité. Il va manger beaucoup d'individus. C'est important quand on l'introduit. Des fois, c'est dans des plantes difficiles à introduire parce que le produit en vrac va tomber. Si c'est de la vermiculite, on peut humidifier un petit peu. Ça y fait aussi une humidité pour l'application. J'utilise en ornemental beaucoup plus la vermiculite justement pour l'application parce que quand ça va s'accumuler sur le feuillage, ben c'est moins difficile par la suite. Dès que le feuillage va ressécher, ben la vermiculite va pouvoir partir. On peut saupoudrer le produit. C'est le plus souvent offert en vrac. Maintenant, il commence à avoir des libérations lentes, qui n'est pas un élevage de Persimilis, mais bien différents stades de Persimilis. Il existe aussi des petits blisters ou des petits distributeurs de Persimilis pour arriver à le mettre de façon plus uniforme dans la culture, parce que des fois, la bouteille est plus petite. Les gens peuvent aller trop rapidement, puis c'est difficile à jauger dans l'introduction. On voit ici Persimilis, donc vraiment facile à identifier là, avec sa couleur vraiment distinctive qui va s'alimenter rapidement de tétranique. Si vous avez des œufs aussi de Persimilis, vous allez voir qu'il est beaucoup plus gros que l'œuf de tétranique. On voit ici en bas. Phalacis, c'est un insecte qu'on utilise un petit peu moins, un acarien prédateur qui est indigène au Québec, qui survit à nos hivers. Il va se nourrir de tétranique, mais aussi c'est un généraliste. Il peut manger du tarsonème, peut manger du pollen. Il va s'installer plus lentement dans la culture. Donc, c'est souvent un insecte prédateur que je vais introduire dans des vivaces qui vont hiverner. Comme ça, ben, il s'installe, puis au début de la saison, quand les plants débourrent, ben, on a déjà présence d'un acarien prédateur qui va être capable de commencer le boulot rapidement au début de la saison. C'est pour ça que je l'utilise aussi en pépinière extérieure ou en vivace forcée. On va saupoudrer le produit. Il peut arriver aussi avec des feuilles de haricots pour faire l'introduction. Maintenant, les auxiliaires contre le puceron. Aphidius, qui est une guêpe parasitoïde qu'on utilise beaucoup pour le contrôle du puceron. Souvent, ça peut même arriver que des producteurs vont dépister des petites momies dans leur culture alors qu'ils n'ont pas fait d'introduction. C'est des Aphidius qui peuvent rentrer de l'extérieur, qui vont parasiter les pucerons. Donc, c'est dans les 2 premiers jours que Aphidius va être le plus actif.
L'introduction doit se faire en prévention dès les présences de pucerons. Quand on a une infestation de pucerons, si on introduit du Aphidius, ça va être long avant qu'il s'installe parce qu'il va parasiter. Ensuite, à l'intérieur du parasite du puceron, il va sortir et ensuite aller reparasiter d'autres pucerons. Donc ça, c'est long comme processus. C'est bien important pour les Aphidius de faire un dépistage pour savoir quel puceron on a à faire parce qu'il y a différents Aphidius qui vont aller contrôler des sortes de pucerons. Donc, Aphidius colemanni qui va aller parasiter le puceron vert du pêcher, puceron du melon, par exemple, des plus petits pucerons. Aphidius cervi, lui, par exemple, va aller parasiter puceron de la pomme de terre, puceron de la digitale. Ces deux pucerons-là, c'est des pucerons qu'on voit de plus en plus dans les serres, des gros pucerons difficiles à traiter et à contrôler. Aphidius, ben, comme j'expliquais, il va aller pondre dans le puceron. Les larves se développent et se nourrissent à l'intérieur du puceron. Et ensuite, ils vont émerger et sortir par l'arrière. Donc, quand vous allez voir un petit trou sur la momie du puceron, ben, vous allez voir qu'Aphidius est sorti du puceron et est parti reparasiter d'autres pucerons. Pour faire l'introduction, il existe des petites boîtes. C'est important d'aller le mettre dans la canopée. On ne peut pas juste saupoudrer comme ça parce qu'il y a beaucoup de momies qui vont tomber, tout ça. Souvent, on va mettre ça dans des petites boîtes, dans des petits creux de feuilles pour qu'ils puissent émerger, aller ensuite parasiter. On voit ici des exemples de petites boîtes qu'on peut installer comme ça dans la culture. Ici, on voit bien le trou de sortie de Aphidius sur le puceron. Comme je vous disais, il s'attaque à différents pucerons. On voit les grosseurs des deux Aphidius. On peut constater qu'effectivement, ils vont aller s'attaquer à différents pucerons par leur grosseur aussi. Aphidoléthèse, c'est une cécidomie prédatrice. Elle s'attaque aussi à plusieurs espèces de pucerons. On l'utilise un petit peu moins en sériculture ornementale parce que, justement, c'est quand même long avant d'installer un système avec Aphidoléthèse. Elle est active surtout la nuit. Elle va pondre ses œufs près des colonies, puis ensuite, les larves vont se développer. On va la voir vraiment dans des foyers de pucerons. Les foyers, il faut quand même qu'ils soient importants. Elle a besoin de jours longs. Aussi des températures au-dessus de 18. Donc, des fois, en sériculture ornementale, avec des pucerons qui se développent plus à des températures froides, ça peut être des fois un petit peu plus problématique. C'est pour ça que dans mon cas, j'utilise beaucoup la chrysope, Chrysoperla carnea. Il y a aussi Rufilabris qu'on peut utiliser. C'est la larve de chrysope. Elle est prédatrice, elle est très gourmande, je peux dire. On la voit ici en train de dévorer un puceron. Et ici, c'est sa forme adulte. La forme adulte de la chrysope ne va pas aller se nourrir de pucerons. Elle va juste aller se nourrir de pollen, de nectar plutôt. C'est très rare qu'on va avoir une reproduction qu'on va aller pondre dans la culture. C'est plus un traitement qu'il faut faire en permanence, plus avec des introductions répétées. Mais elle va faire vraiment tout un boulot. On a présenté dernièrement là, au colloque à l'ICDO les résultats d'un projet qui a été fait sur le puceron avec la chrysope et aussi avec l'utilisation d'acariens, pas d'acariens, mais avec les chrysopes ont fait vraiment un très bon boulot au niveau du contrôle des pucerons. On peut l'introduire avec des petits cartons qui vont avoir des œufs qui sont collés sur les petits cartons. Sinon, on peut faire aussi une introduction de larves. Quand on introduit des larves, ça va faire un impact vraiment plus important. Ça va faire, ils vont tout de suite commencer à s'alimenter. Il y a aussi les œufs en vrac qu'on peut introduire qui vont faire un très bon contrôle. Hippodamia, la coccinelle, on peut aussi l'utiliser pour le contrôle du puceron. C'est bien d'humidifier les plants
avec une solution d'eau. On peut mettre même un petit peu de sucre parce que souvent, ils ont tendance à vouloir partir. On veut aider les coccinelles à rester dans la culture au début, surtout si on est en période que les toits sont ouverts, tout ça. Ils vont avoir tendance à quitter les serres s'il manque de proie. Les auxiliaires contre les alerodes, Encarsia formosa, c'en est une autre qu'on va utiliser qui est une petite guêpe parasitoïde. Donc, la femelle, elle va aller chercher les pupes d'alerodes, elle va pondre à l'intérieur, elle va se développer, puis elle va parasiter la pupe. La pupe va prendre une teinte grise à noire et les pupes saines, eux, sont plutôt blanc crème translucide. L'encarsia va laisser une forme en marque de T pour l'alerode et en forme de rond pour l'encarsia. Donc, vous pouvez savoir quand les parasitoïdes ont sorti des pupes d'alerode. C'est plus efficace pour le contrôle de l'alerode des serres. Pour l'alerode du tabac, qui est plus commune dans le poinsettia, je vais utiliser plus Eretmocerus. On va voir ici Encarsia avec son parasitoïde. On voit bien ici sur une feuille l'Encarsia formosa par rapport à Eretmocerus mondus qu'on voit ici qui est plus jaune. On l'introduit avec des petites cartes. Il existe aussi maintenant des petites boules qu'on peut juste déposer comme ça dans la culture et puis qui va aider là, avec des pupes parasitées à l'intérieur de ce petit distributeur-là, si je peux appeler. Puis, les parasitoïdes vont sortir lentement de ça. Ça peut être plus facile des fois que d'installer une petite carte dans la culture. Eretmocerus, ici, qui est une guêpe parasitoïde, est efficace contre l'alerode des serres. Elle pond ses œufs sous la larve de l'alerode. Les larves de l'alerode vont avoir une couleur plus jaunâtre lorsqu'elles sont parasitées. On voit ici. Et les formes de distribution, ça va être sur des petites cartes comme ça qu'on peut aller mettre dans la culture. Contre les alerodes, principalement pour le poinsettia, en début de production, une stratégie que j'aime bien est l'introduction d'Amblesius weirski parce qu'il va aller faire de la prédation des œufs et des stades larvaires des alerodes. Quand on reçoit les poinsettias, rarement on devrait avoir des adultes. S'il y a présence d'alerodes, ça va être quelques œufs, quelques stades larvaires. Et souvent, un des problèmes qu'on a, il fait très chaud, on va avoir plus de présence de trips. Et Swirsky est très efficace à cette période d'été, en juillet, très grosse chaleur. Donc, il va aller bien travailler pour aller manger ces œufs-là et les stades larvaires. On peut l'introduire en toute période de l'année. Par contre, c'est au niveau de l'efficacité, des températures en dessous de 15, même moi 20 degrés, 15-20 degrés, c'est le rapport coût par rapport à l'efficacité. Plus qu'on est à des températures élevées, plus j'y vais avec Swirsky parce qu'il nous en donne vraiment en rendement pour la température plus élevée. On peut l'introduire en prévention. Il va se nourrir de pollen, de trips. Il peut manger un peu de tout. Tarsonème aussi, il est très bon pour le tarsonème. On peut l'introduire en saupoudrant sur la culture ou en sachet qu'on va accrocher au feuillage. On le voit ici. Petit insecte. Cucuméris, donc pour le trips, c'est l'acarien prédateur le plus utilisé pour le trips. Il coûte moins cher. On peut en mettre des grosses quantités en prévention dès les premières présences de trips. Il est disponible en bouteille. On peut disperser à la volée ou les gens maintenant utilisent de plus en plus avec un distributeur, un blower qu'on appelle avec une distribution vraiment à plus grande échelle qui permet d'en mettre sur des grandes superficies. Donc, ça, c'est vraiment intéressant à ce niveau-là. On peut le recevoir dans des grands contenants en 125 000, 250 000, donc vraiment en grande quantité. Ça nous permet de faire beaucoup d'applications répétées et sur des grandes superficies.
les Stenermena feltia, les nématodes. Donc, ça, je crois que c'est sous-utilisé. On devrait utiliser beaucoup plus les nématodes qui vont pénétrer la proie par les ouvertures naturelles. C'est bon pour les larves de thrips. Ça fait aussi sciarides et mouches du rivage. Ça va aller chercher tout ce qu'il y a dans le sol et même si on le fait à la surface foliaire, ça va aller chercher des larves de thrips. On peut l'avoir sous forme de gélose ou en poudre d'argile. L'application, on peut la faire au sol, on peut la faire sur le feuillage, on peut tremper. On peut mettre des doses assez importantes. On va en discuter dans les stratégies qu'on peut faire. Par contre, il faut faire des petites précautions. Les nématodes vont être sensibles aux ultraviolets. Lorsqu'on fait des applications foliaires, si on veut vraiment faire une application pour un contrôle sur le feuillage, il ne faut pas être au point de ruissellement. Sinon, on peut faire des applications carrément en drench. Bien important de retirer les filtres si on a des filtres sur nos pulvérisateurs ou sur notre système d'injection. Et la pression maximale, c'est 100 PSI. Il ne faut pas trop mettre de pression quand on fait des pulvérisations foliaires de nématodes. Des petits tests qu'on peut faire avec les nématodes quand vous recevez. On va parler de la viabilité un petit peu plus tard. Donc, quand vous allez préparer votre solution de nématode, vous pouvez prendre un petit peu de votre mélange, puis regarder à la loupe ou au binoculaire. Au binoculaire, vous allez voir vraiment là, si le nématode est droit comme ça, ça veut dire qu'il est mort. Si il nage un peu là, ou il est courbé, ça démontre que la viabilité est bonne. Donc ça, c'est important de faire un contrôle comme ça pour être sûr que notre traitement va être efficace. Les auxiliaires pour les mouches du terreau, comme je vous parlais, les nématodes. Hypoaspis aussi, qui est un allié de tout combat. Il faut toujours en mettre dans les débuts parce qu'il va s'attaquer aux larves de mouches du rivage, de sciarides. On va l'utiliser en prévention ou en début d'infestation. Il possède une bande plus claire à l'extrémité de l'abdomen. Ça peut être une façon là, de le différencier. Vous allez le voir surtout à la surface du terreau. Une fois qu'on l'introduit, on ne va pas souvent le revoir. On voit ici sur une cellule le hypoaspis qu'on peut dépister comme ça. Contre le tarsonème trapu, il faut faire vraiment, dès l'apparition, des introductions massives pour réussir à contrôler le tarsonème trapu. Faut faire vraiment les espèces sensibles aussi, à être particulièrement vigilant pour faire des introductions aussi. Ce qui est plate avec le tarsonème, c'est que quand on a des dommages, nos populations sont élevées. C'est pas facile à contrôler, mais c'est quand même, ça se fait relativement bien si on est en prévention. Dans les stratégies, je vais vous parler de la prévention. C'est vraiment l'axe qu'il faut employer pour la lutte bio. Ça, j'en demeure convaincu et on va l'aborder ensemble. Il y a maintenant sur le marché un nouveau prédateur, Anistis baccharum, qui est très généraliste. Donc, il peut faire de l'aleurope, du puceron, tétranique, thrips, il fait de la cochenille, échinothrips. Donc, il est très polyvalent comme insecte. Il va se multiplier dans la culture. Si les proies sont insuffisantes, c'est vraiment un acarien qui va être territorial. Il peut avoir du cannibalisme. Avec l'introduction de Cucuméris, ça va lui servir de nourriture d'appoint. Fait qu'il peut quand même se nourrir un peu de Cucuméris. Anistis, présentement, je le vois comme un allié qu'on va mettre dans la serre sans dire c'est toi mon premier cheval de bataille qui va aller mener le combat, mais je l'introduis puis il va aller faire un contrôle dans la culture, il va s'installer, il fait partie de l'ensemble de la lutte, mais ce n'est pas mon principal que j'utilise. Maintenant, qu'est-ce qui va faire qu'on a du succès ou pas dans notre lutte bio? C'est quoi les sources de nos échecs? Premièrement, la mise en place de la lutte biologique. C'est très important de regarder la viabilité des arrivages. C'est important de regarder la température. Donc,
si ça arrive des fois que des boutures gèlent, ça peut arriver aussi que des insectes gèlent. Ça peut arriver qu'en été, ils ont eu trop chaud. Ça peut arriver, tout peut arriver. Donc, c'est important, si on veut être sûr que notre contrôle s'est bien effectué et que ça va bien se passer, de vérifier la viabilité de vos arrivages. Ça, j'utilise toujours. Ça, c'est un petit fusil pour donner la température. Donc, dès que ça arrive chez vous, vous ouvrez les boîtes, vous prenez la température. Est-ce que la température à l'intérieur de la boîte est selon les recommandations du fabricant, du fournisseur d'insectes prédateurs? Donc, ça, c'est important de regarder ça. Donc, vous allez prendre une quantité de vos prédateurs, les mettre comme ça sur une surface propre. Regardez si vous voyez normalement, on le sait, quand que la viabilité est bonne, pour ceux qui ont fait des introductions, quand on ouvre, on voit rapidement qu'il y a une très forte population. Tout ça, on peut le mettre dessus, on peut voir que tout est beau. Pour les chrysopes, on va les voir souvent dans le couvercle. Cucuméris aussi, on va les voir vraiment là, dans le couvercle où on peut brasser. Puis c'est comme ça qu'on va s'assurer de la viabilité. Ce qui est un petit peu plus difficile des fois, c'est de savoir pour les pups parasités, les aphidius, des œufs de chrysope, savoir est-ce qu'il s'est passé quelque chose au niveau de la viabilité. Ben, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut prendre un petit pot comme ça, le cacher dans la serre dans des conditions qui sont similaires à notre introduction, sans être directement au soleil, pour voir si on va avoir une éclosion de nos prédateurs, de nos parasitoïdes. Ça va nous donner un très bon indice de ça. Les techniques de lâcher, ça aussi, c'est important quand on reçoit nos bouteilles ou avant d'aller faire une introduction, de bien tourner nos bouteilles parce qu'il se fait des ségrégations, les insectes vont aller migrer, puis après ça, on n'aura pas un taux qui est uniforme parce qu'on va avoir mis une grosse quantité immédiatement dans la plante. Au début de la serre, puis après ça, dans la fin de notre serre, on n'a plus le même taux d'introduction. L'autre chose aussi qui est importante, c'est votre température d'entreposage. Si vous avez, c'est sûr qu'on conseille toujours de faire l'introduction le plus rapidement possible quand vous les avez reçus. Par contre, s'il arrive un pépin ou quelque chose qui fait qu'on ne peut pas les introduire rapidement, c'est important de respecter les températures sur les fiches techniques des insectes, des entreposés aux bonnes températures, parce que si on met un insecte, si on met un acarien dans une température qui ne lui convient pas, ça peut être plus dommageable que d'avoir laissé notre boîte comme ça. Donc, c'est vraiment important de vous informer et de regarder vos températures d'entreposage. C'est préférable de faire ça tôt le matin ou en fin de journée. C'est sûr que quand il fait très chaud dans la serre, quand on fait une introduction en plein soleil, ce n'est pas l'idéal non plus de faire des introductions comme ça. C'est aussi, en attente d'être lâché, conserver vos introductions. Vraiment, les fiches du fournisseur, c'est très important de regarder ça. L'efficacité, c'est super de faire une introduction, mais si on ne fait pas la rétroaction, si on ne va pas valider notre efficacité, ça aussi, ça peut être une source d'échec. Donc, allez voir qu'est-ce que j'introduis, quelle est la rétroaction, est-ce que ma population diminue, est-ce que je vois des ravageurs, est-ce que j'ai encore beaucoup d'auxiliaires. Ça va vous permettre ensuite de déterminer les prochaines introductions, le plan de match pour la suite. Donc, ça, c'est très important. Maintenant, des stratégies d'introduction. On va regarder la stratégie que j'utilise le plus, c'est la prévention. C'est au départ de faire tout ce qu'il faut pour réussir notre lutte bio va se passer dans les débuts de votre culture. Je donne souvent l'exemple des loups avec les chevreuils. Dans la nature, on a un certain nombre de chevreuils. Les loups vont augmenter plus que la population de chevreuils va augmenter. Nous autres, dans la serre, ce qu'on veut, c'est mettre vraiment, vraiment beaucoup de loups, même s'il y a juste 2 chevreuils.
Moi, c'est la stratégie que je vais toujours utiliser parce que je me dis, au début de la culture, si j'ai 2 trips puis j'ai réussi à en manger un, bien, ensuite, je vais maintenir une pression la plus faible possible. Toutes les actions que je vais mettre dans le début vont tellement être payantes par la suite. Les superficies sont plus petites. Donc, on peut faire des introductions beaucoup plus massives au mètre carré. C'est ça aussi que ça va vous permettre de faire. Vous pouvez faire une introduction qui va vous coûter moins cher, mais avec des taux d'introduction beaucoup plus élevés. C'est sûr que quand on est rendu dans des... Tous nos produits sont espacés, sont en culture, ben, idéalement, je veux qu'on soit rendu à 0 ravageur. Il faut être rendu le plus faible possible. Et les énergies, il faut les avoir mis vraiment en prévention. Donc, comme je le disais, une introduction massive au début. Si vous regardez les taux d'introduction qui sont proposés, puis vous transposez ça avec les superficies quand vous recevez vos boutures, bien, vous allez voir que vous allez être probablement très supérieur, même avec la quantité minimum des fois, au taux d'introduction pour du curatif. Mais c'est absolument ça qui est intéressant et qui est à faire. Comme ça, vous allez mettre, s'il reste des larves, s'il y a un peu de larves, bien, cette introduction massive-là va vous permettre de réduire ça de façon drastique. Des exemples d'introduction pour un arrivage. On peut faire un cucuméris en vrac. Ensuite, on peut aller faire du persimilis en vrac dans des foyers. Moi, je considère pour certaines, le persimilis en vrac, une petite quantité ne coûtera pas très cher non plus. Dites-vous qu'il y a toujours les délais. Si vous faites votre dépistage, vous êtes rendu trop tard dans votre prise de commande, puis vous êtes rendu après ça encore, vous êtes à 2 semaines avant de recevoir votre produit. Ça peut être intéressant de se dire, ben, regarde, moi, mes plantes sensibles, que j'en ai possiblement à chaque année, je pense que c'est intéressant de prévoir une petite quantité de persimilis. Les chrysopes en œuf aussi, ça peut être en œuf ou en vrac. L'hypoaspice, ça devrait être toujours essentiel dans l'arrivage, de mettre ça sur vos boutures. Ensuite, quand vous allez retransplanter, ça va vous donner encore un gros gain. Il faut mettre toute l'énergie, comme je dis, dans l'introduction en prévention. Vous pouvez regarder, il y a plein d'informations super pertinentes. Allez voir, il y a un bulletin sur le dépistage qui a été fait par le RAP avec des plantes indicatrices que vous pouvez déjà voir dans votre dépistage. Allez vous promener et voir les plantes qui sont sensibles aux trips, qui sont sensibles, que souvent va avoir Aleurote dedans, tétranique. Ciblez vos introductions en fonction de ces plantes-là qui sont plus sensibles ou plus propices à avoir des insectes ravageurs. Votre dosage, je dis souvent, il n'est pas obligé d'être uniforme partout. Vous pouvez mettre 400 par mètre carré dans votre plateau de plantes que vous savez qu'il va toujours avoir... vous avez toujours des problèmes avec le trips dans cette culture-là, puis dans l'autre à côté, qui est souvent, ben, vous pouvez mettre un taux qui est plus régulier. Le fait d'avoir ces modulations-là dans vos taux d'introduction va aussi vous permettre de partir un peu plus à égalité parce qu'un hippomée va toujours partir avec 2 prises au niveau ravageur. Fait qu'il faut mettre une pression sur ces plantes-là. Votre verveine, il faut être vraiment plus agressif au début dans l'introduction pour être capable d'arriver en fin de parcours de production avec une belle culture. L'autre chose aussi qui peut vous amener à un échec dans votre lutte bio, c'est si vous commencez certaines plantes avec des infestations. Donc des fois, ça vaut mieux de jeter une ligne de bouture plutôt que de s'acharner à vouloir essayer de sauver ça ou de mettre une quantité d'introduction. Souvent, ça va devenir la tache d'huile qui va s'étendre et qui va causer votre problème pour la saison. Quand on est capable de le voir, de le saisir au début, peut-être vous dire, ouais, c'est juste cette partie-là de plantes va me causer tout un problème. Souvent, ça peut être des plantes qu'on va aller redisposer un peu partout dans la serre. C'est comme si on avait fait une introduction d'insectes. Donc, ça part déjà avec un sérieux problème.
Donc, la pression, il faut maintenir la pression aussi pendant la saison et toujours maintenir des introductions régulières, se mettre une cédule d'arrivage pour garder une pression sur votre cucuméris, votre chrysope. Il faut qu'on garde parce que si on voit du puceron arriver puis qu'on passe une commande de chrysope, ben, déjà, on commence à être tard si on reçoit une quantité, parce que la chrysope, elle mange un peu de tout. Moi, je me dis, si on en a une petite quantité qui rentre, ben, on a toujours un endroit qu'on peut aller faire une introduction avec la chrysope sous la main. Si on garde au début la population super bas, ensuite, sur vos pièges collants, vous allez voir votre progression. Vous allez maintenir une courbe toujours très, 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 très basse. Puis à partir d'une certaine date, c'est certain que vous allez avoir une belle saison, que vous avez parti avec une quantité le plus faible possible. Les bandes collantes, ça aussi, il y a une belle fiche du RAP qui a été produite sur ça. Ça fait du trapage massif. On devrait utiliser ça plus en ornemental. Je sais que c'est utilisé en maraîcher. En ornemental, on devrait s'en servir plus. Encore une fois, je m'en sers dans le poinsettia, dans le chrysanthème, dans les plantes annuelles au printemps. À votre arrivage, si vous faites un trapage massif, comme je dis, si vous attrapez les 3 trips adultes qui étaient dans votre culture, ben, c'est fait. Là. Vous venez de réduire d'un très gros pourcentage. Quand on est rendu plus loin dans la culture, c'est très difficile dans la lutte biologique d'être capable de. Ça prend beaucoup de moyens pour être capable de rabaisser une population. Tandis que quand on est en faible population, c'est là qu'on est capable de faire un départ canon. Une autre stratégie qu'on peut faire en mêlant toutes les stratégies qui sont là, c'est à votre arrivage, avant de faire votre introduction, il y a des produits qui sont homologués pour faire du trempage. Ça aussi, il y a un bulletin du RAP qui a été produit sur le trempage pour expliquer comment faire les produits qui sont homologués. Mais c'est une autre façon très intéressante d'aller être sûr d'avoir une couverture à 100% de nos plantes. Souvent, la pulvérisation dans des petits plants, c'est un défi. On va se dire, ben là, je n'ai pas eu une bonne couverture. Tandis qu'avec un trempage, on est certain d'avoir atteint notre cible à 100%. On peut mettre des nématodes. Ça peut être des Boveria. Il y a aussi des trempages au Sophoilex qui peuvent être réalisés. Ça peut être dépendamment aussi de la culture que vous dites, cette culture-là est plus sensible au tétranique. Je vais faire un trempage au Sofoil ou tel autre est plus sensible aux trips. Je vais y aller avec cette stratégie-là et ensuite, je vais faire une introduction massive. Je vais mettre des pièges collants alentour pour être sûr d'attraper le maximum d'adultes, si adultes il y a. Mais comme je dis, même s'il y en a un, ça va être un gros bénéfice en fin de parcours. Donc, très important, choisir les bons auxiliaires. Faut agir tôt en prévention. On n'aura jamais mis trop en prévention. Souvent, les gens vont dire ouais, j'ai pas le problème, mais si on est dans une logique de traitement, c'est sûr qu'on va être plus OK, j'ai un problème, maintenant je veux un produit pour régler le problème. Tandis que dans le biologique, autant dans des produits biostimulants ou des choses qu'on va introduire ou des biofongicides dont on travaille en prévention, on va aller les mettre. Et je dis au producteur, est-ce que tu as eu le problème? Si le producteur n'a pas le problème, ben, c'est sûr qu'à chaque année, on sait qu'on a un problème de botrytis ou de trips dans cette culture-là. Si on a fait les bonnes introductions au début, qu'on n'a pas le problème, ben, est-ce qu'on veut revenir en arrière et dire on ne fera plus cette prévention-là? Donc, je pense que dès qu'on a appris et adapté ce mode de pensée-là dans notre façon de produire, on ne veut plus revenir en arrière parce que c'est vraiment plus économique d'y aller comme ça au pied carré. C'est sûr qu'on voit une bonne différence. Utiliser tous les moyens possibles. Donc, comme je dis, moyens mécaniques, du trapage, du trempage, faut utiliser tous les moyens qui s'offrent pour réussir notre contrôle. Il y a aussi la nourriture pour nos acariens qu'on peut rajouter.
Si on veut maintenir des populations, des fois, c'est quelque chose qui peut être plus économique si on le rajoute avec une bonne stratégie pour être capable de maintenir nos populations. N'hésitez pas à consulter de l'information technique. Il y a des applications, surtout pour la compatibilité avec les pesticides, si vous êtes en lutte intégrée. Il existe des applications de la plupart des fournisseurs de produits de lutte biologique qu'on peut voir les compatibilités avec les produits, les délais de réintroduction. C'est très important. Il y a le CRAM qui a fait une très belle fiche aussi. Le RAP, comme je disais, il faut absolument que tous ici soient être abonnés au RAP. C'est une mine d'informations gratuite qui vous est distribuée. Je serais prêt à prendre des questions si vous en avez. Ça me ferait plaisir d'y répondre. Super, merci beaucoup, Benoît. On a eu quelques questions pendant la présentation. S'il y en a aussi qui veulent lever la main et prendre la parole, mais je vais commencer avec une qui était dans le clavardage d'Elisabeth de Climax. Oui. Quelle proportion de phallacis qui passe l'hiver et tu pourrais arrêter ton partage si tu veux, Benoît, là. Oui. À moins que tu aies besoin de retourner dans des diapos, là. Mais le phallacis, bon, tu as dit qu'il passait l'hiver, tu es indigène. Fait que quelle proportion qui passerait l'hiver? Puis est-ce que c'est significatif? Je ne sais pas la proportion qui va hiverner dans la culture. Là. Je ne sais pas si j'ai pas d'informations sur le pourcentage d'hivernage des soit acariens prédateurs, même tous ceux qui sont indigènes au Québec. Là, Anistis, on le retrouve aussi dans nos cultures, Aphidius, donc toutes les cirfes, je ne sais pas c'est quoi leur taux de survie, mais je sais que dans les serres, je les retrouve au printemps. Donc, c'est pour ça que je vois un avantage, c'est qu'on est en culture froide normalement dans le forçage de vivaces, puis déjà au dépistage, on en retrouve. Donc, ça. Parfait. Puis elle demandait aussi solution sucrée pour les plants. Pas de risque de créer de la fumagine. Est-ce qu'on rince? Et quelle est la recette de la solution sucrée? Oui, c'est très faible là, comme dose, effectivement. Là. Ça pourrait être juste de l'eau, sinon c'est une très faible quantité. Là. OK. Je continue. Il y avait une question de Caroline Dionne. Qu'est-ce qui est suggéré contre les cicadelles en serre et le meilleur moment d'introduction? Cicadelle, ouais, je pourrais dire que une des choses que souvent dans le chrysanthème d'automne, on a des cicadelles. Et puis, depuis que je fais du trapage massif, beaucoup moins de. On attrape beaucoup. C'est assez phénoménal quand on voit les pièges, tout ce qu'on réussit à attraper. On se dit, on ne l'a pas dans la culture. Ça sauve plusieurs traitements. Sinon, je ne sais pas si la chrysope a le potentiel d'aller faire du dommage, mais comme elle mange n'importe quoi, peut-être qu'elle pourrait s'alimenter là-dessus. Je ne sais pas. Le trapage, c'était des bandes collantes Oui, jaunes ou bleues? les grandes bandes collantes. Pour ceux que ça peut refroidir au niveau de gommer les poteaux de serre, il existe maintenant là, des structures, juste des petites clips qui permettent de mettre de la tension aussi sur votre piège, sur votre bande collante. Encore une fois, les fournisseurs là, de produits bio ont ces petites clips-là, mais vraiment, ça ajoute une facilité dans l'utilisation. Sinon, il y en a qui vont mettre du saran wrap autour des poteaux. Donc, c'est plus facile pour enlever. Ils vont juste couper la pellicule plastique, enlever la bande collante, puis c'est pas tout gommé. Donc, ça fait qu'on l'utilise beaucoup plus.
Il y avait une question de Denis. Est-ce qu'il y a des cas où on doit enlever les pièges collants jaunes ou bleus à l'introduction, dans le fond, qui nuiraient aux auxiliaires? Oui, ben, tu sais, c'est ça. C'est pour ça que Aphidius, tout ce qui est parasitoïde qui vole, c'est pas l'idéal, évidemment. C'est pour ça que de plus en plus, je vais utiliser la chrysope, je vais utiliser d'autres auxiliaires que même dans le poinsettia, j'ai fait les tests que j'ai faits avec du Swirsky en introduction massive dans le début quand les plants sont collés. Suite à ça, un trapage massif avec des myco-insecticides. Je vais vous avouer que c'est pas mal winner. Parce que justement, si tu attrapes un adulte, si c'est ça aussi. Mais si on fait du trapage massif, puis on introduit de l'encarcia, de l'éretmo, oui, ça ne sera pas. Donc, ça, c'est une différente stratégie. Mais c'est peut-être un producteur pourrait faire un test, juste voir, faire de l'introduction avec des Eretmo Encarcia avec une contrepartie. Je l'ai fait chez certains producteurs, cette stratégie-là, à dire, ben, regarde, on y va avec piège, Botanigarde et d'autres produits myco-insecticides et Swirsky. Et ça, c'est intéressant. Génial. Il y avait une question d'Ariane Desjardins. J'ai eu des aleurodes dans une culture de campanule sous tunnel. Est-ce qu'elles hivernent et peuvent revenir? Sous tunnel, conseillez-vous d'introduire des auxiliaires? Ben oui, l'aleurode survit en Floride. Elle doit survivre, puis même des fois avec des bonnes. Oui, ça se peut qu'il y ait une rusticité. C'est sûr qu'il faudrait identifier l'aleurode qui était concerné. Mais oui, il y en a qui peuvent survivre. Puis avec des hivers comme ça, probablement qu'on va avoir pas mal de ravageurs qui étaient limites qui vont passer. Dans les tunnels, oui, je ferai de l'introduction, même à l'extérieur, en pépinière. Je pense que certaines sections, je ne parle pas de faire quelque chose overall, mais oui, l'introduction a son intérêt de le faire, puis même de le faire de façon au début intensive et localisée. C'est sûr que ça va mettre l'échange à votre bord. Il a demandé aussi peut-être de la documentation. Où est-ce qu'on s'informe pour prendre connaissance de la compatibilité entre les produits phytosanitaires et les auxiliaires? Oui, ben c'est ça. Ce que je disais, il y a des applications sur votre cellulaire. Il y a aussi sur Internet. Là, vous pouvez aller sur le site des fournisseurs de produits biologiques. Puis vous allez avoir la matière active que vous pouvez rentrer, votre auxiliaire que vous utilisez. Puis ça va vous donner est-ce qu'il est compatible, combien de temps, s'il n'est pas compatible, combien de temps d'attente je vais avoir avant de réintroduire. Est-ce que je vais plus atteindre les adultes, les larves? Donc, toutes ces informations, vous allez les avoir. Ça vous permet d'avoir la meilleure stratégie. Même si vous faites des localisés en lutte intégrée, vous dites, ben, je vais faire un traitement local là, ben, si je peux réintroduire avec tel produit dans une semaine, puis l'autre, c'est 4 semaines. Parce que souvent, avec la lutte intégrée, c'est qu'on va se tirer dans le pied un peu. Si on met un produit qu'on ne peut pas réintroduire pendant 4 semaines, on a réglé un des problèmes, mais ensuite, c'est l'autre problème que je n'ai pas de solution qui devient mon plus gros problème. Donc, souvent, je dis, OK, tu vas régler ce problème-là, mais si tu as un problème, si c'est ton TRIPS qui devient le problème majeur, ben ça, on est bien mieux avec du bio. Ou si c'est le tétranique qui après prend le dessus, puis on a 4 semaines qu'on ne peut rien faire, ben, le tétranique, on va tomber sans armes. On est bien mieux d'utiliser quelque chose avec un délai court et réintroduire massivement pour continuer notre pression pour l'autre insecte. Merci. On a une dernière, ou en tout cas, dans les dernières questions, Francis Lapointe, est-ce qu'il existe des études sur la capacité des plus petits prédateurs comme Cucumeris, Californicus, Persimilis à se déplacer dans les cultures qui sont plus espacées d'un pot à l'autre, d'une table à l'autre? À ma connaissance, je ne sais pas s'il y a des études là, sur les structures de ce que je comprends. C'est sûr que, par exemple, Anistis, j'avais parlé avec Taro Saito, le chercheur à Vineland, puis il disait, c'est sûr que quand s'il est sur une dalle d'irrigation,
vu qu'ils se promènent sur toutes les structures, puis on part la table inondante, ben, bye-bye Anistis. C'est un peu la même chose sur des structures. Si on a des gouttières ou des tables inondantes, ben, ça, effectivement, mais si les plants ne se touchent vraiment pas, l'insecte, il faut quand même il va rester plus sur sa plante que de partir. En tout cas, ça pourrait être intéressant de déterminer le niveau de transfert qu'il peut y avoir là, d'acariens. Parfait. Puis je me demandais, il y avait déjà eu l'IGDO je pense que c'est 2017, là, il y avait une application, un site web de lutte biologique. C'est-tu prévu que ça revienne éventuellement? Je pense que c'est plus disponible, ce site-là. Oui, c'est dans la réflexion, parce que c'est sûr que c'est une mine d'informations. On a beaucoup de vidéos, de photos, dont ma présentation en contient beaucoup, effectivement. Surtout pour identifier les ravageurs, voir les prédateurs aussi, des fois les voir en action. On regarde comment le remettre disponible pour actualiser aussi. Donc, c'est dans la réflexion. Super. Je pense que s'il n'y a pas d'autres questions, peut-on demander à notre conseiller ou à notre fournisseur de nous fournir un calendrier d'introduction des auxiliaires? Oui, c'est quelque chose que vous pouvez discuter avec votre conseiller, avec votre fournisseur, puis de regarder la stratégie dépendamment de vos serres, de votre historique dans vos serres. Chaque situation est différente aussi. Donc, c'est de voir est-ce que vous avez des plans mer, est-ce que vous avez des plans 100% qui arrivent de l'extérieur. La stratégie va être différente, mais le thinking va rester le même dans l'introduction de départ. Et c'est vrai, j'ai oublié une question que j'ai sautée d'Isabelle. Est-ce que vous voyez souvent des cas d'hyperparasitisme avec Aphidius? Oui, oui, avec Aphidius. Je vais avouer que dans l'ornemental, j'ai lâché prise un peu avec Aphidius. Si j'ai un peu de parasitisme, parce que le niveau de tolérance des producteurs en ornemental est tellement élevé, on ne peut pas dire, bah, j'ai un contrôle à 85. Avec la Chrysop, justement, le projet de l'IGDO qu'on a fait, c'est ça, je voulais voir si on compare à un Belief ou à un traitement conventionnel, est-ce qu'on peut arriver à des résultats vraiment bas? Est-ce qu'on peut voir aussi des réactions rapides? Je vois des pucerons en quantité X, ben, je suis capable de mettre tant de larves, puis ils vont cleaner. Je reviens 2 semaines après, ils ont fait le clean-up. Aphidius, ben, c'est plus un système qu'on maintient de dire, OK, bon, mais ça. Puis quand on commence à avoir un bon contrôle, ben, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'émergence. Sinon, c'est avec un banker plan en ornemental d'avoir des pucerons des graminées dans nos serres. C'est un petit peu challengeant avec des cordylines, avec des dracena partout, avec des pénicétums. Donc, on a une complexité qui fait que je voulais avoir un insecte que oui, je me dis, s'il y a du cannibalisme à un certain niveau des chrysopes, je suis prêt à vivre avec, en autant que mon problème est réglé. C'est un peu ça la vision. C'est la même chose dans l'introduction massive. Est-ce que je vais avoir un peu de cannibalisme, un peu de... Oui, mais est-ce que j'arrive à mon objectif du début d'être le plus bas possible? C'est pour ça que Aphidius, un petit peu moins pour différentes raisons. Puis avec le trapage massif, c'est la même chose. Là. Merci. Je pense que ça complète la période de questions. Donc, ben, merci à tout le monde d'avoir participé au deuxième webinaire de la série des webinaires séricoles. Merci beaucoup à notre conférencier, Benoît Champagne. D'ailleurs, ceux qui seraient intéressés à être accompagnés dans leur lutte biologique, là, vous pourriez communiquer avec l'IGDO. Merci aussi aux membres du comité organisateur. Là, il y a Jenny Leblanc, Philippe-Antoine Taillon, Geneviève Legault.